Bonjour à tous, on se retrouve pour une autre Texama Show, c'est le Texama Show 167 si je ne m'abuse. Comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine, top des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture si vous voulez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Notamment, on a des news sur le service de streaming d'Amazon, on a aussi des reports de crash sur les 3080 et 3090, ainsi que des rumeurs sur une fameuse RTX 3060 Ti. Donc ça, c'est plutôt intéressant, même si c'est juste des rumeurs. Donc ouais, le premier sujet, c'est au niveau des crashs sur des 3080 et 3090. Donc elles sont sorties, si vous avez réussi à en acheter une. Et il y a quelques utilisateurs qui reportent avoir des crashs. On n'a pas encore de chiffres vraiment genre « Oh, c'est X% des cartes graphiques qui crashent dans certains jeux ou autre chose ». On n'a pas encore trop de chiffres. Aussi, il faut tenir compte que ce n'est pas des crashs systématiques, c'est plus des crashs de temps en temps. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Et on ne sait pas trop exactement pour le moment d'où ça peut exactement venir. Il y a des pistes, et on va en parler, mais on ne sait pas encore à 100% si c'est vraiment ça. Tenez compte que, premièrement, la Thunder Edition semble ne pas trop souffrir de crash. Il y a quelques personnes qui ont dit quand même avoir des crashs. J'en ai une dans le PC là, de Thunder Edition 3080. Personnellement, je n'ai pas encore eu de crash jusqu'à maintenant, mais je n'ai pas testé non plus à part dans mon test, évidemment, de la carte dans énormément de jeux, et là, j'ai jamais eu de crash. Donc, personnellement, voilà, pas trop eu de problème à ce niveau-là. J'ai toutefois eu quand même 2 fois le driver qui a crashé à cause d'un décodage vidéo. Donc, j'étais pas dans un jeu, il y avait un truc qui décodait au niveau vidéo, il n'a pas aimé quelque chose. Donc, peut-être une piste aussi là-dessus, je ne sais pas. Après, c'est juste une expérience ici, et depuis pas mal de temps, je ne l'ai pas eu, donc peut-être qu'ils ont fait une mise à jour driver qui l'a fixé. C'est peut-être un problème d'arrivée, genre dans les tout premiers drivers. Il faut aussi tenir compte de ça, c'est que dès qu'il y a une nouvelle architecture, ou même une nouvelle architecture CPU, carte graphique qui sort, il y a toujours des problèmes. Il y a systématiquement un problème ou 2 problèmes. Donc, personnellement, je ne suis pas très étonné. Je me disais même, je m'y attendais un petit peu. Mais bon, c'est quand même pas cool d'avoir ça. Donc, quelles seraient les causes pour ceux qui se demandent? L'une des causes principales indiquées, ce serait les capacitors, donc notamment à l'arrière des cartes. Donc ça, c'est le PCB de la carte. C'est là où il y avait, vous mettez tous les composants de la carte. Vous avez les tâches d'alimentation, la mémoire. Le GPU, c'est là vraiment la partie qui fait tous les calculs. Et du coup, il faut alimenter ce GPU. Donc à l'arrière, vous avez souvent des capacitors directement comme ça, greffés derrière. Et du coup, normalement, ce que recommande NVIDIA, c'est d'avoir 6 capacitors, on va dire, basiques, ou plutôt suffisants, et puis un capaciteur de meilleure qualité, ou plutôt des mini-capaciteurs de qualité, avec c'est ceux-là qu'on voit ici. Et les gros capaciteurs ici à gauche sont ceux qui sont les moins chers. Les plus gros sont moins chers parce qu'ils sont plus faciles à mettre sur la carte et tout ça, et puis ils coûtent moins cher. Et puis les plus petits coûtent beaucoup plus cher. Tenez compte aussi que ces petits capaciteurs ici, enfin les gros capaciteurs plutôt, qui coûtent moins cher, il y en existe des plus chers et des moins chers aussi. Donc, quand vous regardez juste l'arrière d'une carte, ne jugez pas la carte juste parce que forcément il y a ça derrière. Je tiens à préciser ça parce que visiblement, l'un des problèmes cités, c'est que certains constructeurs mettent 6 capaciteurs de basse qualité en quelque sorte et ne mettent pas les meilleures qualités à côté. Donc la Thunder Edition notamment a au moins un de meilleure qualité, certains modèles ont 2 de meilleure qualité, et il y a même Asus qui est complètement overkill sur la TUF qui en a mis 6. Ok, même si sur l'image de presse par contre on n'en voit pas 6, on voit 6 de moins bonne qualité. Donc ça je sais pas trop. Donc pour ceux qui pourraient se dire oh ben ok, il faut voir l'arrière, ok, le problème semble venir de ça, juste regarder l'arrière des cartes sur les images sur LDLC ou Top Achat ou autre chose, et puis c'est bon, parce que certaines cartes on peut voir dans la backplate, on peut voir l'arrière du GPU et voir ce qu'ils utilisent justement. Vous pouvez pas vraiment faire ça, parce que le problème c'est que les images de presse ont été faites avant la sortie, et que par exemple EVGA a déjà corrigé ça. Et EVGA a indiqué, constructeur de cartes graphiques, EVGA a indiqué que eux, selon eux, ça vient de là le problème. Mais on ne sait pas encore une fois si c'est vraiment 100% là, je tiens à le préciser. Zotac aussi a une carte vraiment cheap où ils en utilisent 6. Vous avez MSI sur sa Gaming X, utilise bien quand même des meilleures qualités, mais aussi des plus basses qualités, mais ça, c'est pas un problème. Par contre, sur la Ventus, selon les images de presse, ils en utiliseraient 6 de moins bonne qualité. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le bordel, donc vous pouvez pas juste tenir compte de ça pour juger si une carte est bonne ou autre chose. Donc, pour le moment, quoi qu'il arrive, il n'y a pas beaucoup de stock, donc attendez, ça fait pas de mal. La 3070 va arriver, tout ça.
ça ne fait vraiment pas de mal. Il y a aussi AMD qui va annoncer des nouveaux processeurs. Donc, ouais, attendez un petit peu le temps que ça se règle tout ça. Mais il y a des petits problèmes et c'est en train d'être investigué. Pour ceux qui se demandent pourquoi du coup ça poserait problème, ces trucs de moins bonne qualité, tout simplement, comme ils sont moins bonne qualité, ils ont plus de bruit. Donc quand vous avez un signal électrique pour une alimentation, pour un composant, vous envoyez par exemple du 12 volts, voilà, vous envoyez 12 volts d'électricité dans le composant, c'est génial. Mais le truc c'est que votre 12 volts n'est pas toujours stable. Selon la qualité de votre alimentation, le 12 volts peut un peu varier, il va un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus haut, un peu plus bas. Et ça peut faire des petites variations. Pour ce genre de capaciteurs, comme ils sont juste derrière le GPU, c'est la dernière ligne de front littéralement qui fournit l'électricité au GPU. Et un GPU, contrairement à d'autres composants, c'est très sensible à la moindre petite variation et ça semblerait venir de là. Quand vous en utilisez 6 de mauvaise qualité, enfin de plus cheap on va dire, le signal électrique est moins bonne qualité, il y a un peu de bruit et c'est ça qui causerait des instabilités à plus haute fréquence. Donc notamment, c'est le cas, vous avez dû le voir, les specs officiels de la 3080, elles ne sont pas rappelées ici, mais la 3080 dans ses specs officiels est annoncée à 1700 MHz. Sauf que, évidemment, avec comment ça fonctionne le boost sur les cartes graphiques, elle tourne à plus que 1700 MHz. Moi, dans mes tests, elle était souvent à plus de 1900 MHz, la Founder Edition, parce que quand elle est bien refroidie, elle booste d'elle-même plus haut. Donc ça veut dire que le problème, quand vous avez une carte trop bien refroidie, elle va booster encore plus haut, peut-être 2000 MHz, et c'est là que vous avez ce problème de le signal n'est pas assez bon, l'alimentation électrique n'est pas assez bonne, du coup ça crée des instabilités. Donc quand votre carte graphique va être dans un jeu, elle va booster à plus de 2000 MHz peut-être, et juste ça va causer un crash, quoi. Donc ça semblerait venir de là. Est-ce que c'est vraiment de là que ça vient? On ne sait pas à 100%. Certains ont indiqué, certains experts, c'est vraiment dans le milieu, comme par exemple, vous avez, comment il s'appelle? C'est un youtubeur allemand qui fait des vidéos YouTube en anglais et en allemand. C'était Debauer, voilà, Debauer qui a dit que selon lui, ça ne devrait pas venir de là. Vous avez d'autres, par contre, vous avez VJ qui a dit que ça venait de là. Donc vous voyez, c'est un peu n'importe quoi pour le moment. Donc, quoi qu'il arrive, la meilleure chose que vous pouvez faire à l'heure actuelle, c'est juste d'attendre. Parce que ça ne fait pas de mal. Vous n'avez pas besoin d'une 3080 maintenant tout de suite, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de stock. Donc attendez 2 semaines, 3 semaines peut-être. Et voilà, vous serez bien. Ensuite, on passe à des news totalement pas du tout hardware. Ici, on va parler smartphone un petit peu. Vous avez Samsung qui a annoncé le Galaxy S20 Fan Edition, ou FE. C'est en gros un Galaxy S20 version plus cheap. Donc, vous pourriez l'appeler comme un Galaxy S20 Lite en quelque sorte. Donc, il a quand même beaucoup des fonctionnalités de la gamme Galaxy S20. Il a un écran 120 Hz, 6,5 pouces, un Snapdragon 865, même en Europe. Mais il y a une petite astérix, j'en parlerai après. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui achètent des téléphones Samsung en Europe, parce que d'habitude, on a les processeurs Exynos qui sont un peu nuls. Enfin, c'est pas qu'ils sont nuls, mais c'est que par rapport au Snapdragon, ils sont nuls. Et ça a été un gros problème de cette génération et de la génération d'avant, et encore plus cette génération, parce que la différence est de plus en plus grande, et Samsung continue de littéralement fournir des très bons smartphones à certains pays, et des bons smartphones, mais qui pourraient être mieux à d'autres pays. Donc, c'est un peu bizarre. On a aussi une batterie de 4500 mAh, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Donc, des plutôt bonnes specs. On a à peu près le même genre de capteur photo que sur les Galaxy S20. Pas sur les Galaxy S20 Ultra, évidemment, vous devez bien vous en douter. Donc, il y a l'angle normal, un grand angle et un téléphoto x3 pour ceux qui se demandent. Donc, le combo parfait, selon moi. C'est ce qui correspond le mieux. L'angle normal, vous prenez vos photos normales. Le grand angle, vous pouvez prendre une photo quand vous êtes trop proche de quelque chose. Et puis le zoom, ça vous permet de zoomer sur quelque chose si c'est un petit peu plus loin. Parfait, franchement. Donc ouais, il est vraiment pas mal. Mais ouais, le Snapdragon, pour ceux qui se demandent, c'est la version 5G. Donc quand vous l'achetez, par exemple, il est sur le site de Samsung Belgique ici, vous devez choisir pas le modèle 4G, parce que le modèle 4G, ce sera le modèle en Exynos. Le modèle 5G, c'est celui en Snapdragon. Mais par contre, vous devez le voir, le modèle Snapdragon coûte 100 € plus cher, en tout cas en Belgique. Donc ouais, un petit peu dommage, mais après, je suis en mode, même si vous ne vous préoccupez pas de la
puissance de votre téléphone, le Snapdragon dure plus longtemps au niveau batterie. Donc, personnellement, si je pouvais, je prendrais forcément la version Snapdragon. Mais bon, dans tous les cas, c'est quand même un téléphone assez intéressant. C'est clairement pas non plus un téléphone le plus abordable qui existe. Mais j'aime bien, moi, son existence pour la simple et bonne raison, c'est que c'est pratiquement un téléphone haut de gamme Samsung, franchement, au niveau spec. Et il coûte moins cher. Même pour la version Snapdragon 749 €, ça va encore. C'est cher, mais ça va encore. Si vous l'achetez avec votre opérateur, vous allez l'acheter peut-être pour 50 € et puis vous l'aurez fourni avec votre abonnement. C'est tout à fait possible, donc ça va encore. Euh, Maintenant, pour ceux qui se demanderaient, est-ce qu'il y a des petits défauts? Bon, évidemment, pour certains, le gros défaut, ce sera que c'est Samsung, qu'ils n'aiment pas l'interface Samsung. Je peux totalement comprendre. C'est pas l'interface la plus légère. Ils aiment bien rajouter des petits trucs par-ci par-là. Mais avec One UI, ils ont pas mal amélioré les choses encore. Et ça devient assez stock, en tout cas. Enfin, ça un petit feeling stock et ça reste rapide quand même. Mais c'est clair que ça vaut pas quand même l'optimisation que vous avez sur un OnePlus ou sur un téléphone Pixel, par exemple, de Google. Mais bon. Et le deuxième petit défaut qu'on pourrait lui trouver, l'arrière en plastique. Donc, ils ont fait un petit peu comme la Galaxy Note 20 ici. Ils ont mis un arrière en plastique. Après, contrairement à la Galaxy Note 20 qui est totalement castrée de partout pour être juste servir d'exemple, ou plutôt pour mettre en avant la Galaxy Note 20 Ultra, ce Galaxy S20 FE, lui, a toujours des bonnes specs. Donc honnêtement, pour beaucoup de gens, c'est pas un problème. Je dirais même, honnêtement, vaut peut-être mieux un arrière en plastique. Surtout qu'ils ont fait leur finition mat qui laisse très peu de traces. Donc honnêtement, selon moi, c'est pas un problème. Le plastique résiste mieux au choc. Le plastique peut être plus facilement remplacé, coûtera moins cher à remplacer aussi. Et ouais, c'est peut-être pas une mauvaise chose à avoir. Donc, yep. Donc voilà, Galaxy S20 fin d'édition. Il a quand même un châssis en métal pour ceux qui se demandent. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et il y a évidemment du Gorilla Glass à l'avant. Donc non plus, pas de problème ici. Il y a aussi un autre petit truc par contre, c'est qu'il y avait un capteur. Oui, c'est ça. Voilà, le fingerprint reader, c'est un optique. Donc c'est pas un sonic. Et c'est mieux en réalité. C'est une bonne chose. D'ailleurs, l'écran est plat. Donc ça veut dire que si vous mettez un écran de protection en verre trempé pour votre téléphone, ce que beaucoup de gens font, le capteur marchera toujours. Parce que les optiques marchent avec une protection par devant, alors que les sonic, ceux qu'ils utilisent pour notamment leurs gros Galaxy S20 ainsi que les Note 20 et tout ça, comme ça envoie une onde. Quand vous rajoutez du verre en plus, ça fout en l'air le capteur et il peut plus détecter correctement vos empreintes. Et ça marche même quand vous utilisez l'empreinte de quelqu'un d'autre, ça marche, ça déverrouille quand même. Donc ouais, c'est une bonne chose. Globalement, franchement, ils ont, comme ils le disent, c'est une fan édition. Ils ont vraiment écouté les fans. Bon après, évidemment, s'ils avaient vraiment écouté les fans, le prix serait moins cher. Mais yep, c'est selon moi une bonne alternative. Et un autre truc qu'il faut tenir compte, c'est qu'apparemment, ils vont en sortir chaque année, maintenant ils l'ont dit. Ils vont en sortir chaque année, certainement 6 mois après la sortie de chaque Galaxy S20. Donc l'année prochaine, ce sera un Galaxy S21, fan édition, qui sortira genre au niveau du mois de septembre. Donc ouais, une très bonne alternative si vous êtes en mode j'ai pas besoin du gros Galaxy S20 avec toutes les fonctionnalités et j'ai juste envie d'une version qui est très proche, qui est presque aussi puissante et qui a juste un arrière en plastique. Mais voilà, c'est pas un problème encore une fois. Ensuite, on a Amazon qui a fait pas mal de news et l'une des grosses news, c'est qu'ils ont annoncé leur service de streaming qui s'appelle Luna. Voilà, qui arrivera le mois prochain d'ailleurs, donc ça arrive assez vite. Et du coup, ce service c'est vraiment particulier, mais tous les services de streaming de jeux vidéo sont différents dans leur fonctionnement. Vous avez évidemment Stadia où vous devez acheter des jeux. Et honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que dans 6 mois, on ait une news comme quoi Stadia ne continuera pas parce que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent. Il y a des gens qui le prennent, mais voilà. Vous avez évidemment Microsoft qui a son service qui va arriver. Il doit peut-être même déjà être arrivé. Il devait arriver ce mois-ci, si je me souviens bien, sur Android notamment. Donc c'est un peu la même chose. Vous streamez des jeux qui sont sur Xbox et tout ça. Donc il y a quand même pas mal de jeux et genre vous payez, vous pouvez streamer un peu les jeux que vous voulez. Donc ça c'est pas mal. Vous avez aussi le service de Nvidia qui est selon moi l'un des plus intéressants. C'est si vous avez déjà des jeux que vous appartiennent, vous pouvez les streamer. Le seul problème c'est que certains éditeurs ont retiré leurs jeux, du coup ou ont demandé à retirer leurs jeux. Et puis vous avez aussi PlayStation, mais là c'est principalement que des jeux vraiment PlayStation et genre
c'est les mêmes paramètres que sur PlayStation, donc c'est plus spécifique selon moi. C'est vraiment si vous êtes fan de PlayStation. Et du coup, maintenant, on a Luna. Et du coup, Luna fonctionne de la manière suivante, c'est que vous payez un abonnement de base qui aura certainement des jeux fournis de base, donc peut-être des exclus Amazon ou des jeux en partenariat avec Amazon. Et puis après, vous devez vous abonner à des channels qui, en gros, c'est comme si vous abonniez à un éditeur. Donc, par exemple, il y aura l'un des exemples qu'ils ont indiqué, c'est qu'il y aura un channel Ubisoft. Donc, en gros, vous payez un channel Ubisoft et vous pouvez streamer tous les jeux Ubisoft, normalement. Donc, c'est pas forcément le meilleur fonctionnement, mais ça a déjà beaucoup plus de sens que Google Stadia, selon moi. Parce que du coup, là, l'éditeur de jeu est content. Donc, on évite le problème qu'a Nvidia où les éditeurs de jeux sont en mode non, on veut pas, on veut notre propre service de streaming ou autre chose. Donc, ils sont contents parce qu'ils ont leur part. Vous pouvez choisir quand même, parce que vous ne payez pas juste un énorme abonnement et vous pouvez streamer plein de jeux que vous vous en fichez. Donc là, si vous êtes fan d'un éditeur, vous pouvez vraiment être en mode je veux cet éditeur et c'est génial. Donc, c'est intéressant, mais il faudra voir si ça prend l'idée, s'il y a des gens qui trouvent que ça a du sens. Et puis, il faudra voir les performances, tout simplement. Le délai, tout ça. Ils ont annoncé une manette un petit peu comme Google Stadia. Ils n'ont pas annoncé qu'ils avaient de la latence négative comme Google Stadia, par contre, ce qui était un petit peu n'importe quoi. Mais ils auront une manette custom pour le service qui, normalement, a moins de latence parce qu'elle se connecte encore une fois directement. Vous aurez du coup le service sur tablette, téléphone, TV, Mac, PC. Donc, à peu près partout. Donc, vraiment, là, en fait, moi, ce que je vous dirais, si vous êtes intéressé par ça, c'est vous attendez que Microsoft lance vraiment son service de streaming. Il y a aussi Valve qui doit en sortir un, mais on verra bien. Et après, en fait, vous les comparez tous. Vous attendez que quelqu'un les compare tous. Personnellement, j'aimerais bien les comparer. Surtout le service, je pense, Xbox, celui d'NVIDIA, celui-là, et celui peut-être de Valve s'il sort. Ce serait les plus intéressants à comparer, à mon avis. Et aussi comparer à du service de streaming local. Donc, par exemple, vous avez un PC de jeu dans une pièce. Vous faites tourner Steam dessus et avec le Steam Link, qui existe déjà depuis très longtemps, vous faites tourner un jeu sur votre TV ou autre chose avec juste la box Steam Link qui coûte pas cher ou par exemple un PC pas très puissant. Ça aussi, ça peut être une très bonne alternative parce que là, vous évitez Internet et vous évitez aussi d'avoir votre PC dans votre salon. Pour certains, ce serait un problème. Donc ouais, pas mal d'avantages, mais il faudrait comparer un petit peu toutes les offres. Mais une chose est sûre, 2021 sera l'année selon moi du streaming de jeux. Ce ne sera pas pour tout le monde n'a pas une suffisamment bonne connexion, mais c'est quand même une alternative qui existera et qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est même pour ça que tous les acteurs importants du marché sont en train de lancer leur service de streaming. C'est l'avenir en partie, en tout cas pour beaucoup de gens. Donc, pas très étonnant. Ou sinon, évidemment, ils ont annoncé quelques produits, dont des assez étonnants. Le premier, c'est celui-là. Donc, c'est le Ring Always Home Cam. Et il y en a qui vont se dire, ah ok, ça se décroche. Et pour ceux qui l'ont déjà remarqué, vous ne rêvez pas. C'est un drone. Genre là, les grilles que vous voyez là-dessus, c'est un quadcopter. C'est un drone avec 4 hélices. Et le truc, il décolle de sa base, il fait le tour de votre maison, et puis il réatterrit pour se recharger. Yup, c'est... Selon moi, genre... Alors, c'est pas pour tout le monde, mais c'est selon moi assez intéressant pour le simple fait que vous n'avez pas besoin de mettre des caméras partout. Ça permet de surveiller, faire un petit tour de contrôle, voir si tout va bien. Donc c'est intéressant, c'est plus cheap du coup, parce qu'une caméra dans chaque pièce autre chose, ça devient lourd. Et puis, au moins avec ce système-là, quand il est dans sa base, vous savez qu'aucune caméra n'est allumée, donc vous vous sentez un peu plus en privé, même si évidemment c'est Amazon derrière, donc ouais, ils doivent vous espionner d'une autre manière, de toute manière. Mais ouais, c'est intéressant. Maintenant, il faudra voir comment ça marche. Et aussi, imaginez, vous êtes tranquillement en train de vous relaxer dans le salon, hein, et puis d'un coup, vous entendez... Bzzz, vous voyez le drone passer, vous êtes en mode, mais qu'est-ce que... Ce serait vraiment bizarre. Ils ont aussi indiqué qu'il y aurait la moyen de mapper la zone, donc le dire, tu peux passer là, tu peux aller dans cette pièce, tu évites cette zone-là et tout ça. Donc, vous pouvez vraiment le configurer comme vous voulez. Donc, si vous ne voulez pas qu'il aille dans une grosse partie de votre maison, il n'y a aucun problème. Si vous voulez juste qu'il fasse le tour du salon, c'est tout à fait possible. Donc, ouais, intéressant. Mais il faudra voir ce que ça donne. Je pense que pour ceux qui ont des animaux, surtout des chats, je vous le déconseille parce que je suis sûr à 100% que si votre chat voit ça passer, enfin, il va réagir de deux manières différentes. Soit
il a complètement peur et il fuit dans l'autre pièce, soit il essaie de l'attraper parce qu'il croit que c'est un oiseau. Donc, ouais, dans les deux cas, c'est pas bon pour le chat parce qu'il risque de se blesser, ou alors il va juste avoir peur et donc c'est pas bon pour le chat. Donc je vous déconseillerais si vous avez un chat. Un chien aussi, en réalité, le chien aurait certainement peur. Mais bon, vous avez aussi des produits de Wi-Fi, notamment du Wi-Fi 6. Donc une base pour avoir le Wi-Fi, puis des étendeurs pour étendre ce réseau Wi-Fi, plutôt classique. Et puis un nouvel Amazon Echo de nouvelle génération. Donc je vous rappelle, l'Amazon Echo, évidemment, c'est le petit truc où vous pouvez dire « Hey !» Je dis pas le nom, hein, et puis lui demander des choses, vous avez l'heure d'afficher, vous pouvez jouer de la musique dessus. C'est un nouvel Amazon Echo. Il n'y a pas vraiment besoin d'en dire plus. Donc ouais, intéressant. Si vous aimez ce genre d'écosystème, je sais bien qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien, par contre, Amazon, en tout cas Amazon Echo, parce que ça marche plutôt bien et ça reste relativement abordable. Mais aussi évidemment Google Home. Et puis on a aussi un nouveau Fire Stick TV. Donc pour s'intéresser, donc c'est juste une grosse clé USB, pas vraiment, c'est une grosse clé HDMI qui vous permet de streamer du contenu ou de rajouter un peu plus rendre votre TV un peu plus intelligente. Intéressant, c'est pas trop cher en général, donc c'est parfait. Et du coup, ici, la nouveauté, c'est que c'est une version light qui coûte seulement $30, donc ça devrait être 30 euros, et qui vous rajoute des fonctionnalités pas hyper avancées. Vous n'aurez pas de 4K, mais vous avez du 1080p, donc c'est largement suffisant pour beaucoup de gens. Donc ça pourrait être bien pour juste rendre une TV pas hyper utile, une ancienne TV, peut-être même plus intelligente. Genre, vous la mettez dans votre cuisine ou autre chose, et puis vous mettez ça, et puis hop, vous pouvez regarder des tutos de cuisine directement. Ça peut être plutôt pratique. Ensuite, on a une évolution de la situation avec Epic et Apple. Donc c'est toujours d'actualité pour ceux qui se demandent, mais ça a évolué parce que vous avez plein d'autres applications et d'autres sites et d'autres marques qui ont rejoint Epic dans une coalition pour en gros dire « Hey, oui, on veut une situation plus équilibrée pour tout le monde parce qu'il y en a qui ont des meilleurs deals. » hein. Je vous rappelle que en gros, Apple prend 30% de vos revenus si vous utilisez si vous avez une application sur leur App Store pour tout ce qui est d'ailleurs digital. Donc si vous avez par exemple Amazon qui vend des produits physiques, ben, ils ne payent pas 30% parce que c'est des produits physiques, forcément. Mais par contre, Amazon Prime, qui sont des trucs digitales, ben là, ils devraient payer 30%. Sauf que eux, ils ont un deal spécial où ils payent 15%. Et du coup, ben, cette coalition, elle est créée pour ça, pour dire, hey, il y en a qui payent 15%, d'autres 30%. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est pas normal. Mettez tout le monde à 15% ou mettez tout le monde à 30%, même s'ils voudraient plus tout le monde à 15%. Donc, c'est ce qu'ils visent ici. Donc, vous avez Basecamp, Blix, Blockchain, Deezer, Epic, évidemment, EPC, connaît pas trop, Match Group, News Media Group, Prepare, Proton Mail, Skydemand, Spotify et Tile. Les plus connus, je dirais, c'est Deezer, Spotify et Tile. Honnêtement, il y a aussi Match, techniquement. Et puis évidemment Epic. Mais ouais. Donc c'est ce qu'ils veulent. Basiquement, c'est 15% et que Apple soit aussi un petit peu plus permissif sur certains trucs. Parce que Apple est assez fermé sur certaines choses, notamment le service de streaming Xbox ne sera pas sur Apple parce que Apple veut pouvoir review tous les jeux qui sont dessus individuellement. Et c'est pas possible, évidemment. Donc, ils peuvent pas le mettre en place. Toutefois, Amazon va arriver apparemment à mettre leur service de streaming sur Apple parce qu'ils contournent un petit peu d'une manière, c'est un peu particulier. Genre, vous pourrez l'utiliser via navigateur et du coup, vous pourrez contourner, ne pas avoir d'application en fait sur votre iPhone et totalement ignorer l'App Store. Mais bon, bref. Dans tous les cas, ça continue d'évoluer, ça. Évidemment, chacun a toujours son avis là-dessus, mais selon moi, honnêtement, il y en a qui continuent à argumenter que Apple fournit l'App Store et que ça met en avant les applications et tout ça. Je suis désolé, quand vous êtes, par exemple, Spotify, vous existez par vous-même. Vous n'avez pas, c'est pas Apple qui a rendu Spotify forcément, peut-être par le passé, mais maintenant Spotify existe par eux-mêmes. Je dirais même que si Spotify quitte l'App Store, évidemment Spotify va perdre beaucoup d'argent, mais Apple perdrait aussi beaucoup d'argent. Ça va dans les deux sens. Donc, selon moi, c'est pas normal qu'en 2020, on soit toujours à 30%. À une époque, oui, c'était acceptable. Comme c'était acceptable aussi que sur les jeux PC, Steam prenait 30%, mais ça évolue. Certaines applications ne peuvent pas exister avec cette part de 30%, parce que c'est juste, ça n'a aucune logique. Par exemple, si vous avez un service de streaming, imaginez, voilà, ça c'est le grand problème. Vous êtes en mode, ok, je suis un nouvel acteur sur le marché, je vais faire un nouveau service de streaming, mais vous devez payer 30%.
de tous vos revenus. Sauf que vous avez des serveurs pour faire votre service de streaming. C'est vous qui avez tous les coûts. Apple, ils ont juste hébergé une petite application qui fait 4 MO, 10 MO à la limite, et ils permettent aux gens de la télécharger, c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont fait. Et ils prennent 30%. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. À limite, et il y avait des gens qui avaient suggéré, ils devraient plutôt faire des trucs, alternatifs. C'est que si vous voulez être mis en avant par Apple sur l'App Store, vous devez peut-être, par exemple, donner 30% de vos revenus. Ou alors, vous serez juste indiqué quand même quand quelqu'un cherche une application et que votre application est pas mal téléchargée, ils la mettront toujours en avant quand même. Mais quand ils mettent des recommandations, vraiment des recommandations et tout ça, quelque chose qui met en avant votre application, ben, si vous n'avez pas payé les 30%, ben, vous n'êtes pas forcément mis en avant. Des gens avaient suggéré ça. Ou alors, tout simplement, si vous atteignez un certain pourcentage de revenus sur la plateforme, vous avez droit à un meilleur taux. Ça pourrait aussi marcher. Par exemple, Twitch, si vous avez des sub-Twitch, si vous êtes streamer, par défaut, quand vous êtes affiliate, qui est le truc le plus facile à obtenir sur Twitch pour gagner des revenus sur Twitch, vous devez payer 50% de vos revenus à Twitch. Et puis, si vous passez partenaire, ça devient 30%. Alors, vous allez me dire, ah, mais du coup, c'est le même cas, alors pourquoi Twitch est toujours à 30%? Alors, moi, j'aimerais bien que Twitch diminue à 15%, mais le truc, c'est que Twitch, par contre, eux, ils hébergent vraiment le live, tout, ils hébergent tout, donc c'est logique qu'ils gardent 30%. Encore une fois, Apple ici ne fait pas grand-chose. Le mieux qu'ils peuvent faire, c'est faire de la pub pour certaines de ces applications, mais encore une fois, soyons honnêtes, Deezer, Spotify, tout ça n'ont pas besoin d'Apple pour faire de la pub. Et puis, vous pourrez argumenter aussi que si vous payez 15% de vos revenus, plutôt que 30%, ces 15%, vous pouvez faire de la pub avec, de la vraie pub avec, qui vous rapporteront plus d'argent en réalité. Donc ouais, franchement, encore une fois, il y a deux camps, mais selon moi, oui, Epic fait ça pour l'argent, oui, toutes ces marques font ça pour l'argent, mais pour le consommateur, c'est quand même une meilleure chose que ce soit à 15%. Soyons honnêtes, vraiment. Ensuite, on a eu plus de rumeurs, ou plutôt de specs, qui ont leaké au niveau de la fameuse RX 6900 XT, qui, je vous rappelle, sera Big Navi, donc la nouvelle carte graphique d'AMD. Il y en a deux qui devraient normalement être annoncées la fin du mois d'octobre, voire même 3. Donc vous auriez une remplaçante de la 5700 XT, qui serait une 6700 XT, et vous auriez une 6800 XT et une 6900 XT qui serait plus puissante. On a eu du coup des specs. Il y a 2 news de specs d'ailleurs qui ont été postées, donc voilà, hein, c'est à prendre avec des pincettes parce que on ne sait pas si c'est les vrais specs, mais en gros, elles auraient, pour info, pour ceux qui se demandent, la 6900 XT aurait 16 Go de RAM, la 6800 aurait 12 Go de RAM, la 6700 XT aurait 6 Go de RAM, assez surprenant, et du coup, elles auraient, pour information, au niveau stream processeur, 2500, 3800 et 5100. C'est un peu comme les coups d'accord, mais ne les comparez pas en direct, je tiens à le préciser. Ce que vous pouvez comparer, c'est entre elles. Par exemple, la 5700 XT avait 2560 coups d'accord. Donc vous voyez que la 6700, on a à peu près le même nombre. C'est juste qu'elle aura peut-être d'autres aspects qui seront plus intéressants au niveau des specs. La 6800 en a beaucoup plus et la 6900 a littéralement 2 fois plus de stream processor. Donc, en théorie, si vous regardez juste comme ça, en théorie, et je dis vraiment en théorie, elle serait 2 fois plus puissante, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Mais bon, ce que ça veut dire toutefois, c'est qu'elles arrivent, ces cartes, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ce sera à la fin du mois. Donc si vous voyez encore des news, c'est ça que je le dis à chaque fois, si vous voyez des news, ouais, telle carte est X% plus performante, attendez les tests. Je le redis, je sais que ça paraît ennuyant de dire ça à chaque fois, mais attendez les tests parce que avant la sortie, c'est juste du marketing ou des leaks qui ne veulent rien dire. C'est peut-être des gens qui veulent mettre en avant AMD, qui mettent des leaks où AMD est génial. Et puis il y a d'autres personnes qui veulent dire oh non, AMD c'est nul et font des faux leaks où ils donnent l'impression que les nouvelles cartes AMD ne seront pas bonnes. Donc dans tous les cas, c'est toujours des leaks et c'est pas du concret. Le concret, c'est les tests quand la carte sera vraiment sortie. D'ailleurs, toujours dans la même lignée, on a des rumeurs pour une RTX 3060 Ti qui, du coup, oh là là, je suis étonné qu'elle existe cette carte. Personne n'a dit ça parce que forcément on se doutait qu'elle allait arriver, franchement. Je pense que ça se voit à 3 km, ou en tout cas une 3060. Hein. Donc elle aurait, pour information, c'est juste encore une fois à prendre avec des pincettes,
4864 coups d'accord, ce qui est un petit peu moins que la 3070. Et elle aurait quand même 8 Go de RAM en GDDR6. Donc, si tout va bien, elle utilise techniquement le même GPU d'ailleurs que la 3070, juste une version, encore une fois, coupée pour économiser, ou plutôt quand Nvidia fabrique, on peut le voir ici. Donc quand Nvidia fabrique des GPU pour la 3090, donc c'est le GPU d'ailleurs qui s'appelle, c'est le GA102-300, pour ceux qui sont pas très bons, ah tiens, il y a une partie qui est pas très bonne, il coupe cette partie-là, il la désactive, il la coupe pas littéralement, il la désactive et ça devient un GA102-200 qui est la 3080. Et pour la 3070, c'est la même chose. Il fabrique un GPU qui est le GA104, donc plus le numéro est haut, plus c'est un plus petit GPU, c'est un peu perturbant. Et s'il y en a des pas bonnes, des pas bons de GPU, il coupe une partie ou il désactive une partie et ça devient une 3060 tout simplement. Donc, pas très étonnant. Mais c'est quand même une bonne chose et c'est intéressant que ce soit une version plus petite de la 3070 parce que ça veut dire aussi que la différence de coût d'accord n'est pas non plus énorme. Donc, on pourrait avoir pratiquement le même niveau de performance si on l'overclock pas mal, par exemple. C'était le cas de la 2080, ou plutôt de la 2070 et de la 2080, où la 2070, si vous l'overclockez pas mal, elle pourrait rattraper pas mal de performances de la 2080, en coûtant évidemment beaucoup moins cher. Donc si on a la même possibilité ici, ce serait plutôt intéressant. Mais encore une fois, c'est juste des leaks, donc voilà, il faut voir. D'ailleurs, elle aura un TDP de 180 watts apparemment estimé. Et au niveau du prix, si je devais deviner, allez. Donc on a évidemment la 3080 à 699, la 3070 à 499, c'est évidemment le prix de base. Voilà, il faut tenir compte du fait qu'il y aura tellement de demandes que le prix va augmenter. Mais si je devais deviner le prix, je dirais, allez, 369 euros, 379, 359 peut-être, 349, dans ces eaux-là. À mon avis, ça va être ça. Mais bon. Dans tous les cas, ce sera intéressant. Elle devra arriver d'ailleurs, pour ce qu'il indique, après le mois d'octobre. Faut voir quand. La 3070 arrive pendant le mois d'octobre, donc on la verra après. Donc pour ceux qui voudraient un plus petit PC, pas faire le méga PC avec une 3080 ou autre chose, c'est pour vous cette carte. Donc ça vaut la peine d'attendre si vous voulez faire un PC maintenant. C'est même pour ça que j'ai fait aucune config depuis un petit moment. Honnêtement, acheter un PC maintenant, c'est pas la meilleure stratégie. Il y a des nouveaux processeurs qui arrivent, il y a des nouvelles cartes graphiques qui arrivent. Attendez. Ça ne vaut vraiment pas la peine, à part si vous achetez une toute petite config. J'ai une vidéo qui arrive là-dessus, toutefois. D'ailleurs, pour la toute petite config, donc ça devrait intéresser certaines personnes. Mais en attendant, ne commandez pas vraiment de PC pour le moment, attendez. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao, ciao!